Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Vous savez, c'est l'émission où pendant 30 minutes on donne son avis sur le foot. Ce soir, on va aborder encore trois sujets un petit peu différents et versatiles. Merci beaucoup d'être là en direct sur Twitch dans les commentaires. Ce soir, donc, on va aborder les derniers développements de l'affaire, enfin l'affaire, pas vraiment l'affaire, mais le feuilleton Mbappé avec le Mercato. On va aborder ensuite les recrues de l'OM et voir un petit peu la structure de l'effectif, voir où l'OM s'est renforcé, peut-être où il reste encore des opportunités. Salut Jacques Lafritte, ça fait vraiment plaisir que tu sois là, merci beaucoup. Et puis, enfin, on va parler un petit peu du nouveau Liverpool qui est en train de se construire. On n'en a pas parlé depuis ce début d'intersaison. Ils ont bien travaillé, beaucoup travaillé. Ils se sont séparés de beaucoup de personnes et ils ont embauché beaucoup de personnes. Donc, ça va donner un nouveau Liverpool et je pense que moi, j'ai un avis là-dessus. Donc voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Bon, on va commencer, j'ai appelé ça Mbappé le Mercato. Alors, pourquoi ? Parce que Mbappé déjà, et puis un petit point Mercato marrant, quoi, avec 2-3 rumeurs drôles. Voilà, bon, Mbappé, alors qu'est-ce qui s'est passé entre jeudi dernier et aujourd'hui ? C'est que, bien sûr, l'Arabie Saoudite a fait une offre démesurée de 300 millions d'euros pour une saison de contrat restante au Paris Saint-Germain. Donc en gros, le Paris Saint-Germain a reçu cette offre, l'a acceptée, l'a transmise à Kylian Mbappé. Alors on parlait de 2 fois 200 millions d'euros de salaire sur 2 saisons, mais il y a eu aussi une rumeur, alors on ne saurait jamais, parce que Mbappé a refusé cette offre. Bien sûr, il a refusé de négocier avec l'Arabie Saoudite. Enfin, oui, parce que c'est l'Arabie Saoudite directement, hein, c'est un club, mais en fait c'est l'État qui finance tout ça. Donc, on parlait aussi de 700 millions d'euros sur une saison, avec la possibilité ensuite de pouvoir signer au Real Madrid complètement libre la saison prochaine. Donc, c'est une rumeur qui n'était pas vraiment fondée, je crois. C'était quelqu'un qui travaille dans des médias américains qui a donné cette rumeur. Mais en tous les cas, c'était marrant à voir. 700 millions, 300 millions de transferts, une opération à 1 milliard juste pour un an. C'était spectaculaire. Bon, c'était 700 millions sur 2 ans, hein, l'autre offre, donc ce qui est déjà monstrueux aussi. Donc voilà, bon, Mbappé a refusé cette offre. C'est la meilleure chose qu'il devait faire, je pense, pour son image, pour son futur sportif, bref, plein de choses. C'était la meilleure posture. Je pense que ça a changé le game quand même. Pourquoi ? Parce que Paris a montré que ils allaient accepter des offres, que c'est Mbappé ils allaient renvoyer la balle à Mbappé en permanence. Mais je pense que le clan Mbappé gère plutôt bien la situation. Ils ont expliqué qu'ils resteraient. Alors, je pense pas que... Comment dire ? Je pense qu'il y a de très grandes chances que Mbappé reste et que finalement le Paris Saint-Germain dise ok, on va l'utiliser une année et puis voilà, qu'il s'asseye sur son contrat en se disant si on gagne la Ligue des Champions, qu'il gagne le Ballon d'Or, etc. Peut-être qu'il re-signera. On va voir que si on rentre un petit peu dans le détail de l'effectif du Paris Saint-Germain, même avec Mbappé, cette équipe-là va avoir vraiment beaucoup de mal à gagner quoi que ce soit. Probablement même la Ligue 1, ça va être un petit peu short. Ils ont un effectif qui est vraiment famélique. Là, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. Ils vont perdre Verratti. Justement, on en parle là. Dans les rumeurs mercato, probablement Verratti va signer en Arabie Saoudite, même si Paris met un coup de pression en disant c'est pas 30 millions, c'est 100 millions. Alors, le club qui met 100 millions sur Marco Verratti, il est plus que fatigué, je veux dire, peut-être même plus que Verratti, c'est pour vous dire à quel point il est fatigué. Donc bref, je pense que le fait que Mbappé gagne le Ballon d'Or, gagne la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et se disent finalement je vais re-signer, je pense que c'est vraiment une chimère. Pourquoi ? Parce que l'effectif n'est pas du tout au niveau d'une équipe de très haut niveau. C'est un effectif qui va être
top 3 France, mais je suis même pas sûr que cette année il gagne le titre. Donc voilà. Après, sauf renforcement exceptionnel, hein, mais très honnêtement, c'est pas les cirques qu'ils ont pris là, des bouts de banc au Real, des gens qui sont en fin de contrat, voilà, des joueurs qui sont quasi tous blessés, dont on ne sait absolument pas ce qui va se passer pour leur forme physique. Honnêtement, c'est vraiment compliqué. Salut Okotonujo, bienvenue, et Forza Atalanta si t'as envie, moi je suis d'accord. Donc voilà. Bref. En gros, attends, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Jacques Lafrite qui nous dit « Pour moi, il n'y a que les supporters parisiens qui ne voient pas que le PSG passe pour des pimpins. On dirait qu'ils ont cette posture car il n'y a plus d'argent. » Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu ça. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont dilapidé leur argent avec des Neymar, des Mbappé et des Messi, plus des contrats stratosphériques pour des joueurs qui sont moyens. Très honnêtement, hein, je veux dire, quand vous regardez les salaires de Carlos Soler, de personnes comme ça, ou même de Verratti, c'est des salaires qui sont démesurés par rapport à leurs prestations, ça on est tous d'accord, et ce qui fait que s'ils perdent le seul joyau qu'ils ont, hein, parce que après ils ont un joyau moisi, c'est Neymar, mais s'ils perdent le seul joyau qu'ils ont, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent du tout pour recruter une star. Harry Kane, c'est pareil, c'est suspendu au transfert de Mbappé, ou potentiellement de Verratti, en tous les cas de très gros salaires qui devraient partir, plus un transfert conséquent. Donc voilà, donc Mbappé, il y a très peu de chances qu'il re-signe au Paris Saint-Germain, probablement. À la fin de cette année, ils vont certainement perdre Mbappé s'il reste. Mbappé, lui, joue sa carte, hein, parce que c'est juste un jeu d'échecs, c'est-à-dire Paris met la pression en disant « Ah là là, avant le 31 juillet, tu dois partir ou re-signer ». Il fera ni l'un ni l'autre, ça je pense qu'on est bien d'accord, il partira pas et il re-signera pas. Et en fin de saison, je pense qu'en fin de mercato, style le 28, 29, 30 août, quelque chose comme ça, il est très probable que les clubs réellement intéressés par Mbappé fassent une offre à une centaine de millions, je pense, pour que ce soit pas ridicule, mais pour que ce soit pas non plus démesuré. Je pense que des clubs comme le Real, comme potentiellement Arsenal, comme des clubs comme ça, pourront faire une offre à ce moment-là. Et là, clairement, la balle sera dans le camp du Paris Saint-Germain, parce que Paris a annoncé, a claironné que c'était 200 millions Mbappé, etc., etc. En fait, il aura pris quand même la moitié de sa prime de fidélité, parce qu'il sera resté jusqu'après le 31 juillet, je crois. Donc c'était ça, la première partie, c'était 40 millions. Et puis ensuite, il aura un maxi salaire, soit au Real, soit à Arsenal, je pense, ou je sais pas quel autre club, mais on va dire si c'est un grand club européen, ça peut être Manchester United. Enfin, je vois pas d'autres clubs que le Real ou bien des clubs anglais qui puissent l'accueillir. Très honnêtement, peut-être Newcastle, effectivement. Je parle d'Arsenal et de Newcastle aussi parce que je pense que c'est deux clubs dans lesquels il y a une histoire à écrire. Et ça peut être un beau challenge pour Mbappé. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, ces deux clubs-là. Donc s'il le fait en premier, avec ces clubs qui sont éminemment historiques en Angleterre, là ça a de la gueule. Donc voilà, ça marque même probablement plus que ce qu'a fait Erling Haaland avec Manchester City, compte tenu de la comment dirais-je, de la renommée de Manchester City, qui est un petit club à l'échelle de l'Angleterre. Alors, un petit tour dans les commentaires. D'accord, ça va être très très dur cette année, ouais, je suis d'accord. À moins qu'Enrique soit vraiment magique, je sais pas, honnêtement. Alors, c'est vrai qu'il a bien fait jouer une équipe d'Espagne qui était, franchement, le niveau moyen des joueurs espagnols, c'est vraiment pas bon. Honnêtement, hein, ils sont dans un trou générationnel, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on a pu vivre dans les années 2010. Donc voilà, mais alors on en est très 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 loin. En même temps, c'était une équipe ultra dominante dans les années 2010. Mais là, on est sur une équipe d'Espagne qui n'égale même pas celle de Raúl, Guti, etc., qui n'a jamais rien gagné.
Là, l'équipe d'Espagne qu'on a en ce moment, elle est quand même vraiment famélique. Hein. C'est une équipe de babal, y a aucun attaquant, enfin bon, c'est vraiment pitoyable. Et pourtant, il les a bien fait jouer, ils ont fait des belles prestations, donc on va savoir. Okutonujo qui nous dit, quand Antonio Conte a critiqué Tottenham, tu transfères ses paroles pour le PSG, c'est pareil. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Sauf que Paris s'est donné quand même les moyens de recruter des superstars qui auraient dû le faire basculer dans un autre monde. Et en fait, ça n'a été que au niveau marketing que ça l'a fait basculer dans un autre monde, au niveau sportif, jamais. Donc, on va dire que Tottenham, moi je trouve, s'est jamais donné les moyens de gagner, alors que Paris s'est quand même, lui, donné les moyens. Donc voilà. Il va prendre les 700 millions en Arabie Saoudite, il va acheter le Real. Ouais, alors là on est dans le multiverse, c'est possible, va savoir. Pourquoi pas, hein, si ouais. Bon, le Real, je crois que ça coûte cher quand même. Et puis en plus, c'est pas à vendre, c'est une association, donc c'est compliqué. Bon, le PSG a gagné des championnats. Oui, c'est clair. Après, gagner la Ligue 1, c'est pas gagner la Première Ligue. Hein. C'est une autre paire de manches de gagner la Première Ligue quand vous avez 7-8 équipes de très haut niveau qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, limite. Ou une Coupe d'Europe, en tous les cas, c'est très compliqué de gagner un championnat comme ça. En France, voilà, vous avez généralement une équipe qui est un peu embêtante. Après, le reste, c'est pas terrible. Voilà, il y a des championnats comme ça, comme le championnat d'Italie. Gagner le championnat d'Italie, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez 7 équipes qui sont fortes. Et donc, il faut passer devant 7 adversaires, pas un seul, mais 7. Donc c'est chaud. Et c'est pareil en Angleterre, en fait. Donc Tottenham qui gagne pas la Première Ligue, bon, c'est quand même pas voilà, mais qui soit pas dans les 4 premiers tout le temps, ça c'est embêtant quoi. Donc voilà. Bref, en tous les cas, Mbappé, je pense, va faire traîner les choses jusqu'à la fin du mercato. Probablement, ils vont certainement recevoir une offre fin du mercato, vraiment toute fin, et il va falloir qu'ils fassent un choix. Soit ils perdent la face et ils disent bah non, mais je le mets sur le banc. Et je pense que c'est pas la bonne chose pour Paris, parce que toutes les secondes, la question sur Mbappé va revenir dans toutes les interviews, toutes les conférences de presse, tout le temps en permanence. Garder Mbappé sur le banc, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc il va falloir qu'ils le transfèrent pour 100 millions. Ou équivalent à peu près le 28, et ça veut dire qu'ils n'auront aucun remplaçant, parce que le 28 août, vous pouvez pas vous retourner, c'est pas possible, à moins que ils aient vraiment bien préparé les choses, alors là ce serait cool, mais je sais pas, donc voilà. Jacques Lafritte qui nous dit sans Mbappé le PSG est au niveau de l'OM, question effectif. Bah oui, justement on va en parler après. C'est vrai que quand tu regardes l'effectif de l'OM, le milieu de terrain en tous les cas, si Verratti s'en va, n'a rien à envier au Paris Saint-Germain. La défense, bah on peut pas savoir, hein, Skriniar blessé en toute la saison, quasi. Lucas Hernandez blessé toute la saison, Kipembe blessé toute la saison, donc il y a juste Marquinhos quoi, hein, Marquinhos malheureusement qui s'est transformé, qui a pris la malédiction du Thiago Silva de la pleureuse, donc c'est très compliqué. Aucune force de caractère, rien du tout, plus du tout le défenseur vraiment impactant qu'il était il y a quelques années. Et puis les latéraux, Nuno Mendes blessé de chez blessé, là il s'est encore blessé en préparation, c'est un peu un Renato Sanchez bis. Et puis enfin de l'autre côté, Hakimi qui est en pleine histoire de divorce / inculpation pour viol. C'est compliqué, la défense, le milieu de terrain, bon, j'en parle pas, le seul un peu qui sort vraiment du lot, c'est Zahir Emery, mais bon, en théorie, Zahir Emery, il doit pas porter le jeu du Paris Saint-Germain, hein, il doit juste être un jeune qui rentre et fait des différences par son talent. Après il y a Ugarte, 60 millions d'euros, on sait pas ce que ça donne. Carlos Soler, j'en parle pas. Bref, Ander Herrera, je sais pas s'il revient ou pas, mais bon, bref, voilà, je pense qu'il se balade dans les bois. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, enfin,
que des... Fabian Ruiz, malheureusement, il a déçu, et puis c'est pareil, il n'est pas amené à être un vrai titulaire. Vitinha, c'est quand même pas terrible, et c'est la même chose, il n'est pas amené à être un vrai titulaire. Donc c'est très compliqué. Alors là, je parle même pas de l'attaque, parce que donc entre Icardi qui va bientôt être transféré, mais aussi Ekitike en numéro 9, un Neymar dont tu sais absolument pas quoi faire si tu joues en 4-3-3, parce que tu peux pas le mettre sur une aile, en 4-2-3-1, bah, c'est très compliqué quand il est numéro 10, et puis Mbappé aime pas être trop près de Neymar, donc bref, et surtout ils ont pas d'aile droite, donc c'est franchement super complexe de faire jouer ce Paris Saint-Germain, et ils ont un effectif qui est mal foutu, qui est pas bon, et alors, attendez, je parle pas des goals encore. Les goals, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les goals, c'est Donnarumma qui est absolument famélique, et puis Navas qui revient d'Angleterre, mais qui est blessé très fréquemment et qui l'a été encore la saison dernière. Donc voilà, c'est très mal barré pour le Paris Saint-Germain. C'est une saison qui va être vraiment compliquée. Donc voilà. Kotonojo qui nous dit dire que Ekitike risque de tomber à la DA en cas de transfert de Højlund au Paris Saint-Germain, j'ai peur. Ouais. Après, Ekitike, c'est pas un mauvais joueur. On peut pas considérer que c'est un mauvais joueur. Après, c'est quand même pas non plus la flèche du millénaire. Et puis, voilà. Après, il faut savoir l'utiliser. Il faut pas que le numéro 9 soit trop important dans ton système de jeu pour utiliser Ekitike. Mais en tous les cas, une chose est sûre, les qualités d'Ekitike qu'on a pu voir dans son club précédent, avant d'être transféré au Paris Saint-Germain, s'adaptent beaucoup plus au style de jeu de la DA que au style de jeu du Paris Saint-Germain, de tripoteurs de ballon qui font jamais de passe. La DA, au moins, la plupart du temps, et c'est ce que demande Gasperini, même si je le porte pas dans mon cœur, en termes de personne, je trouve que c'est quelqu'un de désagréable, Gasperini, mais ça ne change pas que c'est un entraîneur qui respecte le jeu, et quand vous devez faire la passe, vous faites la passe. Et Ekitike, dans la boîte, il est grand, il est pas trop mauvais avec les pieds, il est pas lent, il est pas super rapide, mais il est pas lent. Donc voilà, on dirait une chanson de Louise Attaque. Mais donc voilà quoi. Non, je pense qu'Ekitike à la DA, c'est pas une insulte. Il est pas nul à ce point-là. C'est juste qu'au Paris Saint-Germain, il a pas le niveau technique, et puis surtout, il y a pas de plan de jeu quoi. Donc forcément, il sert à rien. Donc voilà. Tu préfères Højlund? Oui, bah oui. Il est odieux, mais c'est divin, Gasp. Ouais, bof. Mais il est odieux quand même. C'est quand même une personne désagréable. Bref. Voilà un petit peu en tous les cas pour le Paris Saint-Germain et les rumeurs Mbappé, et surtout l'impact que ça peut avoir sur le Paris Saint-Germain si finalement Paris décide de le transférer, parce que il y aura pas de jour pour se retourner. Je pense pas que début août le Real va arriver avec une offre de 100 millions. Ils veulent les mettre au pied du mur en fait. C'est sûr et certain. Parce qu'ils veulent pas payer 200 millions plus un salaire de dingue plus une prime à la signature. Déjà ils peuvent pas, tout simplement financièrement, mais en plus au mois de janvier ils peuvent négocier avec lui gratuit. Donc un transfert à 100 millions, pourquoi pas, mais pas plus, c'est sûr. Donc voilà un petit peu en tous les cas comment je vois les choses. Ce serait le transfert du siècle, je sais pas. Transfert du siècle, transfert pour moi le plus spectaculaire et qu'a fait d'ailleurs il y a un superbe documentaire là-dessus sur Netflix il me semble, c'est le transfert de Luis Figo du Barça au Real. Pour moi c'est ça le transfert du siècle. Je vous encourage à le vivre. Moi je l'ai vécu en direct, c'était ultra choquant, et puis les matchs ensuite entre le Real et le Barça étaient complètement dingos, mais le transfert est complètement fou, et il y a l'histoire complète du transfert avec ses agents et tout qui racontent tout. C'est incroyable, franchement c'est un polar, c'est fantastique, franchement très très bon documentaire. Donc voilà, transfert du siècle pour moi c'est Figo. Voilà, on en a terminé. Tu peux acheter 42 500 Twingo avec 700 millions. Ça, c'est bien. Mais comme tu le sais, au Kotonojo en ce moment, 42 500 Twingo, ça me servirait pas à grand chose. Mais bon, je te laisse méditer là-dessus. Donc, les recrues de l'OM. Allez, on va faire une petite revue d'effectifs de l'OM.
pour voir un petit peu ce qu'ils ont recruté. Et ils ont fait des trucs vraiment bien, l'OM, cette année. Donc toujours dans les cages Paolo Lopez, ça n'a pas changé, c'est pas super, mais c'est pas mal non plus, il est pas mauvais comme goal. Ensuite, en défense centrale, alors c'est vrai que il n'y a pas vraiment de remplaçant, on va dire, parce que Leonardo Balerdi et Isaac Touré, c'est quand même pas génial, mais il y a Samuel Gigot et Chancel Mbemba qui sont un peu les tauliers, donc c'est plutôt bien. Alors c'est des fois un peu compliqué de les faire jouer tous les deux, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, un très bon recrutement comme arrière-gauche, Renan Lodi de l'Atlético Madrid, ça c'est super, 20 millions d'euros quand même, donc un beau recrutement. C'est pas un petit recrutement. Ensuite, Jonathan Klaus à droite toujours, donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a encore au milieu de terrain? Et là, très très grosse recrue, encore une fois de l'Atlético Madrid, l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia. Donc Geoffrey Kondogbia, ancien Monaco, très expérimenté, franchement fort. Il a fait des bonnes saisons à l'Atlético, à l'Inter un peu, vraiment moins d'ailleurs, mais à l'Atlético, franchement, il s'est bien relancé en Espagne, donc vraiment pas mal. Accompagné de, imaginons qu'on joue en 4-3-3 d'un Guendouzi. Alors, en fait, j'ai l'impression, oui, j'allais dire 4-3-3, mais en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait construire un 4-3-3 à peu près avec l'OM, mais j'ai l'impression que Longoria et Marcelinho sont en train de construire. Alors, déjà, Marcelinho utilise énormément le 4-4-2, et c'est vrai que quand tu te dis que donc tu as ta défense à 4, on l'a détaillé. Bon, il n'y a pas beaucoup de remplaçants, excepté à gauche. À gauche, il y a quand même pas mal de remplaçants. À droite, il y a Paul Lirola. À gauche, vous avez... Ouais, faut remarquer, vous avez juste Jordan Amavi. Bon, bah, on verra bien. Mais, au milieu de terrain, les deux, si on prend un double pivot défensif, vous pouvez mettre Kondogbia avec soit Rongier, soit Verretou. Ça peut être pas mal. Et puis, devant, un petit peu, dans les deux offensifs, bah là, c'est pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Alors, vous pouvez mettre Guendouzi aussi dans les deux derrière, donc Kondogbia, Verretou, Rongier ou Guendouzi, donc il y en a 4 pour 2 places, et ça, c'est plutôt bien. Et enfin, devant, sur les deux, vous avez quand même Amin Harit, Ruslan Malinovski, Asdin Ounani, et Guendouzi qui peut aussi monter d'un cran, donc il donne aussi une possibilité un petit peu plus haut, donc vraiment pas mal, je trouve. Alors attends, hop là, je fais un petit tour dans les commentaires parce que je vois qu'on parle de Twingo électrique, pourquoi pas, ouais, effectivement. Octonujo qui dit Santa Claus, peut-être, Malinovski, voilà. Ok, très bien. Bon, bah, alors je vais continuer ma revue d'effectifs. Et puis, devant, effectivement, si on prend deux attaquants, bah, on peut penser à... donc, il y a Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha qui sont vraiment des avant-centres. Et autour, on peut faire tourner... Alors, soit tu les fais jouer tous les deux. Je sais pas s'ils vont trouver une complémentarité. Ça va être... voilà, on va voir. Mais après, sinon, tu peux faire tourner autour d'eux Sending Gunder, qui potentiellement pourrait être transféré. Donc ça peut être intéressant. En tous les cas, ils sont trois pour 2 places. Et puis surtout, il y a Ismail Assar, qui est arrivé en provenance de Wolverhampton. Ça n'a pas l'air d'être terminé encore parce que Longoria veut renforcer encore le secteur offensif. Donc ça peut vraiment être pas mal. Et c'est vrai que si on prend la réflexion de Jacques Lafritte tout à l'heure avec l'effectif de l'OM et l'effectif du Paris Saint-Germain, bah c'est clair que au moins l'effectif de l'OM, tu sais à quoi t'en tenir. Et il est fait pour un plan de jeu en particulier, et ça tient la route. Honnêtement, ça tient la route. Franchement, les deux avant-centres, il manque encore un avant-centre, je pense. S'il joue en 4-4-2, il va falloir un autre attaquant vraiment de pointe. Mais après, on peut jouer avec un 9 et un 9,5. Donc voilà. Alors, Okotonujo qui dit Sanchez, il est parti où ?
Il n'a pas encore signé quelque part. En tout cas, il a refusé les offres de l'OM. C'est pour ça que l'OM s'est rabattu sur Aubameyang. Et en l'occurrence, Sanchez, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Je crois qu'il a eu une offre, bien sûr, vous vous doutez bien, de l'Arabie Saoudite, mais qu'il n'a pas accepté. Donc je sais pas. En tous les cas, j'ai pas suivi ce que faisait Alexis Sanchez, mais il ne sera pas à l'OM l'année prochaine. Donc voilà. En tous les cas, pas mal. Moi, je pense que l'OM a encore besoin de se renforcer en défense centrale. Parce que Balerdi, Isaac Touré, ce serait quand même bien, surtout Balerdi, de le dégager et de recruter un défenseur un peu plus sur lequel on peut se reposer. Un arrière-gauche aussi, parce que Jordan Amavi, ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas joué au foot à un niveau potable. Donc voilà, il a fait une super saison, mais franchement, c'est compliqué. Donc effectivement, ça pourrait être pas mal. Paul Lirola à droite, c'est pas génial, mais bon, Jonathan Klaus, il est quand même relativement fiable. Au milieu de terrain, c'est vraiment bien équipé, je trouve. C'est vraiment bien. Aminarit, Malinowski, Ounani, Guendouzi, et puis Gay, on l'a oublié, mais effectivement, il revient de Séville. Kondogbia, Jordan Amavi et Jordan Verretou, pardon, et Valentin Rogier. Et devant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'ailier et il manque un avant-centre. Donc voilà. Alors, des ailiers dans ce 4-4-2, ça sert pas à grand chose, mais si tu veux faire des 9,5, ça peut être intéressant. Donc voilà. On verra. En tous les cas, on verra comment ils vont terminer, mais c'est plutôt pas mal, moi, je trouve, comme structure d'effectifs. Et je pense que l'OM va faire une très bonne saison. Alors maintenant, en revanche, il me semble pas que McCourt ait mis la main à la poche. Ça veut donc dire que je ne sais pas comment ils ont fait pour recruter tout ça. Déjà, pour faire des transferts aussi gros comme Vitinha, par exemple, à intersaison, 32 millions, record de l'OM, puis ensuite enchaîner avec des salaires monstrueux comme celui de Aubameyang, faire des transferts quand même comme Reynald Lodi à 20 millions d'euros, etc. Honnêtement, l'OM a de l'argent, je ne sais pas d'où ça sort. Donc bref, on verra bien. Après, ils ont, effectivement, ça fait quand même 2 saisons qu'ils sont en Ligue des Champions. Là, ils ont malheureusement un tour préliminaire. J'espère pour eux, ça c'est la seule incertitude pour moi, j'espère pour eux qu'ils vont vraiment être qualifiés en Ligue des Champions. Parce que, à mon avis, s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions et qu'ils sont reversés soit en Europa League, soit en Conference League, hein, parce que vous savez que vous pouvez perdre tout si vous ne passez pas les 2 tours. Donc, il y a un tour qualificatif et le barrage que l'OM doit passer. Il faut savoir que les barrages ces dernières années pour les équipes françaises, c'est pas du tout couille. C'est toujours très très compliqué et très souvent, on n'a pas de 3e club. Donc voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Il faut savoir que aussi dans les barrages, etc., vous n'avez pas ni de club anglais, ni de club espagnol, ni de club italien, ni de club allemand. Donc en théorie, si la France est le soi-disant 5e grand championnat, il devrait passer chaque année, et je vous garantis que c'est pas le cas. Il ne passe pas. Donc voilà, potentiellement, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être qu'on se remette en question. Mais bon, bref. Voilà, en tous les cas, l'OM, mais je trouve effectivement, comme tu dis, au Cotonou Joe, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, vraiment bien. Je pense que Ounahi va vraiment éclore cette année. C'était le joueur un peu frisson de la Coupe du Monde avec le Maroc. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, moi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et Aminarit, peut-être, va vraiment aussi franchir un cap. Donc ça peut être une super saison. Et puis le fait qu'il se soit séparé de Dimitri Payet, c'est quand même vraiment, je pense, un poids en moins, parce que c'était un très gros salaire, une très grosse aura, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire caractère dans le vestiaire. Et donc voilà. Jacques Lafried, possiblement les Rangers ou Braga pour l'OM. Ouais, ni l'un ni l'autre. Moi, je vous dis que ça va être très compliqué de passer l'un ou l'autre. Les Rangers, on les a vus jouer l'année dernière en Coupe d'Europe. C'est du lourd. Et Braga, les clubs portugais, généralement, sont au-dessus des clubs français. Donc j'ai malheureusement, on a vu Benfica contre le Paris Saint-Germain, on a vu le Sporting. Alors le Sporting contre Marseille l'année dernière, c'était vraiment bizarre parce que le Sporting est très au-dessus de Marseille, très clairement. Sur l'année dernière, ils sont ultra au-dessus. Après, ils ont un goal qui leur a donné 5 buts en 2 matchs. Donc bon, là, on peut rien faire. Mais sinon, en général, le Sporting a un niveau de jeu bien supérieur à l'OM. Les Rangers, c'est peut-être, Braga.
Braga, c'est peut-être accrochable parce que c'est pas le même niveau que le Sporting, le Benfica ou le FC Porto. Parce que si c'est un des trois, moi je pense que l'OM passe pas. Mais bon, ils seront pas là. Et les Rangers, ça va être vraiment très compliqué d'aller jouer là-bas et de faire un bon résultat. Hein. Après, c'est compliqué de jouer au Vélodrome aussi, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'OM. Et puis voilà, bah écoutez, il nous reste un petit peu de temps pour parler de Liverpool et du renouveau de Liverpool. Alors, un renouveau relatif, effectivement, Liverpool avait un petit peu est tombé l'année dernière en panne d'essence. Très clairement, ce qui s'est passé quand on se souvient du gegenpressing et du jeu ultra électrique de Jürgen Klopp, bah effectivement, alors Okutunujo qui dit sur un malentendu ça peut passer. Ouais voilà, c'est Jean-Claude Duss en tour préliminaire de Ligue des Champions, les clubs français, et Okutunujo LFC Forever. Donc justement, LFC Forever, Liverpool l'année dernière a eu une vraie panne d'essence. Le jeu électrique, le gegenpressing, tout ça s'est arrêté. C'était terminé. Et puis en défense centrale aussi, c'est criant. C'est vraiment par exemple, Van Dijk, depuis sa blessure, je sais pas qui c'est son frère. Ça peut même être limite sa sœur. Je veux dire, c'est incroyable. Il est nul. Mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas vu un top player devenir nul. C'est-à-dire du jour au lendemain, quoi. Et c'est vrai que les latéraux commencent à peiner. Le goal lui reste à son niveau. Remplacer Firmino et Sané, ça a été très compliqué. Alors, Firmino était là, mais il jouait quasi plus. Et Sané, ça a été très compliqué de le remplacer. En plus, la blessure de Luis n'a pas du tout aidé. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Jacques Lafritte, beaucoup de clubs auraient débarqué Klopp après une saison comme ça. Maintenant, c'est vrai que Klopp, lui, je pense que... Moi, personnellement, je serais passé à autre chose. Il y avait des super coachs sur le marché. C'était une année où tu pouvais te séparer de Klopp. Et Klopp, potentiellement, aurait pu aller peut-être dans un club plus grand que Liverpool encore, enfin, ou en tous les cas au même niveau, le Real, par exemple, pour remplacer Ancelotti, qui est un peu en fin de règne au Real et qui a déjà signé avec la sélection brésilienne. Ça lui aurait peut-être fait du bien de prendre une année de sabbatique pour commencer à connaître l'ensemble des cocktails brésiliens pour l'apéro, parce que c'est de ça dont il va parler avec Neymar et les autres zozos qu'il y a en sélection brésilienne. Même si, attention, hein, il y a aussi le clan des religieux, donc il y a les deux styles au Brésil. Hein. Il n'y a pas que Neymar, il y a aussi les gens qui se couchent à 9h. Donc voilà. Okutunujo qui parle de caipirinha, absolument. Bah, il lui faut au moins un an pour faire une bonne caipirinha après l'entraînement à Neymar. Hein. Donc il faut qu'il commence à se préparer gentiment. En tous les cas, effectivement, Liverpool a fait le choix de garder Klopp. Ou plus exactement, Klopp a fait le choix de rester. Je ne sais pas comment ça s'est mis, mais l'un et l'autre ont décidé de continuer ensemble. Bon, pourquoi pas. Le truc, c'est que je me demande si c'est le bon move, mais bon. En tous les cas, la cellule de recrutement et le club s'est vraiment attelé à remettre de l'essence dans le moteur. Et le moteur du jeu de Liverpool, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'était Anderson, Fabinho, Alcantara, qui faisait vraiment tourner le milieu de terrain de Liverpool à très 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 haut régime, ce qui faisait que l'adversaire était asphyxié, et en même temps, étant donné que Liverpool récupérait la balle très très haut, il pouvait se projeter très rapidement dans la surface adverse avec des joueurs qui avaient une technique en mouvement, parce que c'est pas des joueurs comme Neymar, hein, c'est pas du tout, hein, Sadio Mané et Mohamed Salah, ce sont des joueurs qui ont une superbe technique en mouvement, donc forcément, quand déjà il vous reste plus que 15 mètres à faire, que vous êtes lancé parce que le milieu de terrain est très dynamique, etc., il faisait des dégâts considérables dans les défenses adverses. Que ce soit celle de Manchester City ou n'importe laquelle, en réalité, il détruisait n'importe quel adversaire.
Mais le problème, c'est qu'ils se sont essoufflés. Et là, Liverpool a fait 3, on va dire pas 3, mais compte sur un retour, celui de Thiago, de Alcantara donc. Il compte aussi s'appuyer sur des jeunes, hein, comme Bayetic, Curtis Jones et Harvey Elliott. Et à côté de ça, ils ont transféré 2 tauliers pour des très grosses sommes, hein, quand même. Hein. Alexis McAllister, 65 millions d'euros et Dominique Szoboszlai, 50 millions d'euros. Szoboszlai qui a fait une superbe saison à Leipzig l'année dernière et McAllister qui a fait une superbe saison aussi dans son club, mais aussi, bien sûr, en sélection. Hein, on a bien vu que c'était lui probablement le poumon de l'Argentine. Donc voilà. Je pense que ce milieu de terrain-là, si ça prend, si Thiago revient à son meilleur niveau et que ils arrivent à faire jouer et à trouver une espèce d'harmonie entre Szoboszlai, McAllister et Thiago Alcantara, ça va être... Parce que là, il y a plus de qualité même que Fabinho, Henderson et Thiago Alcantara. Hein. Parce que Szoboszlai, c'est très au-dessus d'Henderson, je pense, techniquement. Après, en termes d'influence, Henderson, c'était le capitaine, etc. En termes de leadership, ça, je sais pas. Bien sûr que non, même probablement pas. Mais Alexis McAllister, lui, en revanche, c'est un vrai leader. Et Thiago Alcantara, on connaît sa technique. Le problème, c'est qu'il a été très souvent blessé ces dernières années. Et puis, je trouve que les petits jeunes, là, Elliott, Jones et Basetic, c'est plutôt pas mal comme remplaçant. Donc franchement, je suis pas inquiet. Fabinho, lui, est toujours là, mais vous savez qu'il devrait être transféré en Arabie Saoudite. Mais ce sont ces bulldogs français qui bloquent. Et oui, il a 2 ou 3 bulldogs français avec sa femme. Ils sont amoureux de leur chien. Et en l'occurrence, en Arabie Saoudite, ils sont considérés comme des chiens dangereux. Alors, je ne sais pas si vous avez croisé un bulldog français récemment, mais excepté ronfler, être essoufflé quand il court plus de 3 mètres, et puis, voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des chiens qui sont très, on va dire, sonores, hein, en général. C'est tout ce qui se passe. Hein. Donc, bon, bref, on verra bien. Ils ont demandé une dérogation pour pouvoir venir avec leur chien, parce que sinon, il ira pas. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment foi dans ce milieu de terrain. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète à Liverpool, c'est quand même la défense. Parce que, pour moi, Alisson est vraiment incroyable comme gardien, donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ibrahima Konaté, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs central prospect du futur, quoi, vraiment. Hein, je trouve qu'il est... il a 24 ans, mais il est vraiment exceptionnel s'il est bien accompagné. Et c'est ça le problème, c'est que entre Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip et Nathaniel Phillips, je suis pas sûr qu'il soit bien accompagné. Donc voilà, limite je mettrais plutôt Matip ou Gomez avec lui, l'un ou l'autre, mais Van Dijk, j'avoue que lui il va plus embêter tout le monde qu'autre chose, parce qu'il a un très gros salaire, et parce qu'il n'est pas du tout au niveau, mais pas du tout au niveau, à n'importe quel niveau, physique, technique, tout ce que tu veux, il n'est pas là. Il n'est pas là depuis sa blessure contre Everton, cette fameuse sortie complètement dingue du goal d'Everton, qui lui casse le ligament croisé. Honnêtement, c'est devenu un autre joueur, quoi. Il est plus du tout dans le duel, il est mal placé, ses relances sont pourries, enfin, peut-être pas pourries, mais beaucoup moins tranchantes qu'avant. Donc voilà. Donc là, en défense centrale, ça me pose problème. Ensuite, arrière-gauche, Andrew Robertson, on parlait du milieu de terrain qui est un peu essoufflé, j'ai l'impression que Robertson est aussi un petit peu essoufflé. Son remplaçant, Konstantinos Tsimikas, n'est pas mauvais. Honnêtement, quand il rentre, il fait plutôt des bons matchs, mais c'est quand même pas niveau je vais gagner avec des champions de Tsimikas. Hein. Donc bon, voilà, je suis circonspect sur la gauche, et alors à droite, pareil, hein, Trent Alexander-Arnold, faut le mettre à un autre poste, mais latéral, c'est pas du tout son poste, en fait. Il est nul en défense. Je trouve qu'il a de moins en moins d'impact sur le jeu. Alors, quand il est proche du but, il fait des belles différences, mais mettez-le limite ailier, droit, remplaçant de Salah, je sais pas, mais arrêtez de le mettre en défense, et il n'y a absolument aucun remplaçant. Il n'y a que Trent Alexander-Arnold qui peut jouer à droite à Liverpool, donc ça c'est très inquiétant, à moins qu'il décale un Phillips ou un Gomez, par exemple, ça c'est possible, mais c'est quand même pas des latéraux de droit de métier, et qui ont un poids offensif, pas du tout, au contraire.
Donc c'est très complexe et on sait le poids qu'ont les latéraux dans le jeu de Jürgen Klopp. Donc je pense que c'est compliqué. Okutunjo qui dit Konaté c'est solide, Van Dijk c'est fini, non pas Gomez, Matip il est plus fiable. Oui effectivement, mais Gomez quand même un peu plus de futur quoi que Matip, parce que Matip il a 31 ans, Gomez il a que 26 ans et bon je l'ai vu faire des bons matchs. Donc voilà. Phillips, bon, c'est plus compliqué, c'est très compliqué. Voilà, donc après en attaque, on a Luis Diaz, moi je l'adore et je trouve que vraiment il fait des très grosses différences. Darwin Núñez, bon il va falloir quand même qu'un de ces quatre il valide son transfert délirant. Je pense que ça peut donner un bon attaquant quand même, mais pas du top niveau et surtout pas au prix où ils l'ont payé. Donc voilà, mais bon, ce sera l'avant-centre. Et puis à droite, bien sûr, Mohamed Salah. Et en réserve de la République, vous avez Cody Gakpo et Diogo Jota. Cody Gakpo qui joue souvent dans l'axe à la place de Núñez. Je suis pas convaincu quand il joue dans l'axe. Je préfère le voir sur l'aile. Mais sur l'aile, si je dois choisir, je préfère avoir Luis Diaz. Luis Diaz, la blessure de Luis Diaz l'année dernière, ça a fait beaucoup de mal aussi à Liverpool parce que lui, il a un vrai impact sur le jeu. Donc voilà, si Mohamed Salah retrouve des bons ballons grâce au milieu de terrain, je pense qu'il va faire beaucoup plus mal que l'année dernière. Et puis avec Luis Diaz et peut-être Darwin Núñez, mais moi je trouve encore qu'il manque un numéro 9 à Liverpool. Voilà, Núñez ça peut être un bon remplaçant ou un titulaire un peu qui sort en cours de match très souvent, mais ça peut pas être le titulaire, le joueur inamovible de devant quoi. Enfin bon, bref. En tous les cas voilà. Et puis départ, Oxlade-Chamberlain on renouvelle pas, Naby Keita Werder, Jordan Anderson à l'Arabie Saoudite, Fabio Carvalho, bon ça on s'en fout mais il part en prêt à Leipzig, et Firmino qui part aussi en Arabie Saoudite. Donc voilà un petit peu. Je pense que Liverpool va faire une bonne saison, mais j'espère que leur mercato n'est pas terminé parce qu'il manque encore pas mal de monde. Sur la structure de l'équipe. Donc voilà, en tous les cas, c'est à suivre. On va voir, mais ils ont changé le moteur. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ils ont changé le moteur. Maintenant, il reste quand même beaucoup de côtés faibles, je trouve, particulièrement en défense. Je suis moins inquiet pour l'attaque. Mais alors en défense, je suis vraiment inquiet. Donc voilà. Donc je pense que la défense, c'est le gros point noir, et il leur faudrait quand même un vrai bon défenseur central en plus de Konaté, et au moins un remplaçant à Trent Alexander-Arnold, voire même un titulaire, et que peut-être Alexander-Arnold devienne le remplaçant de Mohamed Salah. Je sais pas. Ce serait une idée à penser, parce qu'à un moment donné, honnêtement, Alexander-Arnold dans son propre camp, c'est incroyable comment il est mauvais, mais c'est incroyable, quoi. Donc je pense que, en fait, ces carences défensives ont toujours été là, mais étaient énormément cachées par la qualité des milieux de terrain qu'ils avaient devant. Et quand les milieux de terrain ont commencé à baisser, tout d'un coup, on s'est rendu compte que vraiment, il est à la ramasse, quoi. C'est incroyable comment il est nul. Donc, au moins, Anderson sait défendre. C'est déjà pas mal. Non seulement il attaque, mais il sait défendre. Mais je trouve qu'il est un peu essoufflé. donc, il lui faudrait un remplaçant aussi sérieux à lui. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà un petit peu le tour de l'actualité football pour ce jeudi. J'espère que ça vous a plu, je vous ai donné mon avis. Merci beaucoup d'avoir participé dans les commentaires. C'est très très cool. Merci d'avoir été là encore une fois. C'est toujours un plaisir de discuter football avec vous. Et voilà, écoutez, on se revoit jeudi prochain, probablement pour de nouvelles news mercato. Peut-être on abordera le cas d'un nouveau club, un petit peu sa stratégie, voir un petit peu l'effectif, comment ça se passe. Et puis voilà, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur Twitter, sur Instagram, bien sûr sur Twitch, et aussi sur YouTube. N'oubliez pas, la vidéo est sur YouTube, regardable d'ici quelques temps, 1 heure ou 2. Ok, merci beaucoup Jacques Lafritte, Okoto Nujo et tous les autres qui sont passés et qui ont regardé l'émission. Ça a été un plaisir de passer du temps avec vous. À jeudi prochain et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.